On retrouve Thierry, je sais que vous l'adorez. Je sais que vous allez encore m'engueuler parce que je lui coupe la parole et que régulièrement je me fais engueuler parce qu'il a arrêté de couper la parole de Thierry Messant. Je dis mais non, mais on fonctionne comme ça. J'en profite pour montrer, tiens, un livre, parce que j'en parlais avec Thierry avant de commencer l'interview. J'en parle régulièrement sur le courrier, lisez-le, Contre-insurrection de David Galula. Tu connais ce livre, Thierry ? Bien sûr que je connais. Oui. Qu'est-ce que tu en as retenu ? D'abord, je le connais parce que là, je vois que la préface est de David Petraeus, mais c'était le livre préféré de Donald Rumsfeld. Et, quel est le rôle de Donald Rumsfeld dans le 11 septembre ? Oh, certainement central. En fait, à un moment, les États-Unis ont considéré que tous les peuples auxquels ils s'attaquaient devaient être appréhendés à travers la théorie de Galula. Ce qui n'est pas absurde en soi. Non, c'est pas absurde, mais ça montre que... Parce que ce qui est particulier chez Galula, c'est que la fin justifie les moyens. Bah, disons que c'est une théorie, c'est une espèce de formalisation de comment on récupère un pays qui s'est insurgé, par exemple la Nouvelle-Calédonie, comment on fait pour récupérer le pays qui s'est insurgé contre ce qu'il appelle les loyalistes. Oui, alors il faut se rendre compte que la théorie de Galula, elle a toujours réussi à renverser les situations, mais elle n'a jamais réussi à vaincre. La question, c'est est-ce que ce que Galula appelle la contre-insurrection, c'est-à-dire la lutte du pouvoir dit loyaliste contre les insurgés, est-ce que c'est pas une théorie du gouvernement ? C'est-à-dire, est-ce que tout gouvernement, au fond, par nature, n'est-il pas contre-insurrectionnel ? Et là, on voit avec les élections européennes qu'il y a les populistes vont gagner, la vague populiste, tout va mal. Est-ce qu'au fond, aujourd'hui, tout gouvernement mondialiste ou occidental ne procède-t-il pas d'une logique contre-insurrectionnelle contre son peuple ? Alors, pour procéder dans cette logique, il faut considérer que le peuple, c'est ton ennemi. Donc oui, si tu considères que le peuple c'est ton ennemi, tu dois agir d'une manière contre-insurrectionnelle. Par exemple, ça c'est ce qu'on a vu hier soir à la télévision sur France 2. Il y avait un débat avec les 8 premiers candidats. Les plus grands. Tu vas me fâcher avec tous les électeurs d'Asselineau, enfin les électeurs, tous les auditeurs d'Asselineau qui vont encore Non, mais il y a les 8 principaux. On a décidé que c'était les principaux candidats aux élections européennes. Donc, ce sont les gens que l'on met en scène. Et alors, on les interroge. Chacun raconte sa marotte. Moi, je m'occupe de ceci, moi de cela. Donc, sans se parler les uns aux autres, ils racontent tous leurs obsessions. Et à la fin, on sort Maryse Burgot, une journaliste de France 2, qui est une fille assez gentille, mais qui ne comprend pas l'arrière du décor. Et donc elle ne contextualise pas, comme on dit. Elle ne contextualise pas, voilà, c'est ça. Donc elle vient, elle parle de l'Ukraine, et là, c'est un piège dans lequel les 8 personnes qui sont invitées se trouvent enfermées, et les 8 vont renchérir l'un sur l'autre sur le fait qu'il faut aider les Ukrainiens. Donc c'est une émission totalement truquée. Mais bien faite. Bien faite parce que, en fait, aucun des 8 n'ose se révolter. Ils rentrent tous dans le jeu. Pourtant, c'est facile de montrer que c'était un piège, puisque par exemple, il n'y avait pas de photographie pendant tout le débat. Et quand Maryse Burgot arrive, tout d'un coup, il y a des photos de Zelensky, donc c'était préparé à l'avance. Mais ça, on ne le dit pas que c'était préparé à l'avance. Bon. Bref, c'est de la contre-insurrection, c'est cette manière de faire. C'est-à-dire cette façon de tenir le peuple par un certain nombre de techniques de manipulation, oui, plus ou moins visibles. Il est bien clair qu'il ne s'agit pas d'avoir une liste, il s'agit d'avoir les 8 principales listes. Voilà, c'est non pas le quartet, mais
l'octet dans l'ordre ou dans le désordre. On veut être sûr que quel que soit le gagnant, la maison sera tenue. Voilà. Et après, il y a, 16 autres, non, plus que ça, 24 autres listes. Oui. Mais on n'a pas été invités. Non, bien sûr. Il y a eu un débat avec je ne sais pas qui, j'ai vu que ça couinait avec Asselineau, j'en parle. Donc votez Asselineau si vous aimez François Asselineau. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec sa vision politique qu'il ne faut pas voter pour lui que je le dénigre. Non, c'est pas ça. Les autres candidats, les 24, il y en a quelques-uns qui sont sincères, mais la majorité des 24 sont payés eux-mêmes par le système pour faire basculer des électeurs en dehors de telle ou telle liste principale. Alors, on redit, et après, Thierry va changer de chaise parce que vous allez encore m'engueuler sur le fait que la chaise couine, et vous avez en partie raison. On va redire que nous, sur la liste, prenons-nous en main. Donc nous sommes en déficit, c'est ce qui est interdit par la loi, donc pensez à donner sur le site pnem.eu puisque nous n'avons reçu de l'argent de personne et peut-être qu'on nous en a proposé mais on a refusé et surtout nous ce qu'on croit c'est que c'est bien qu'on se prenne en main. On fait une toute petite pause pour que Thierry change de chaise. Ah, c'est vraiment bien. Donc, on vient de changer de chaise. Thierry vient de prendre une petite goutte de sambuca. Et pour tous ceux qui aiment l'anis, buvez de la sambuca, c'est italien, ça fait toujours plaisir. Et on revient à nos moutons. Dans la pratique, on parlait de Gallouda, de la contre-insurrection. Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, la guerre à Gaza est menée comme une contre-insurrection du bloc occidental contre sa propre opinion publique dissidente. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de campagnes électorales, mais enfin beaucoup de campagnes de propagande, y compris d'ailleurs sur l'Ukraine. Tu citais sur le débat sur France 2, il y a des techniques de manipulation qui sont utilisées, qui sont très proches des techniques de contre-insurrection, d'une façon ou d'une autre, dérivée de la théorie de Gallouda. Est-ce que la façon dont le conflit en Palestine est présenté dans les médias occidentaux procède d'une logique de contre-insurrection? On n'a pas du tout préparé ce sujet, je tiens à vous dire. On ne l'a pas présenté comme ça, mais à brûle pour point, je trouve que c'est pas idiot. Je crois pas. Je crois que le conflit en Palestine, c'est une mise en scène pour que ça dure le plus longtemps possible. Je ne pense pas que ça soit une logique de contre-insurrection, parce qu'à ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu, mais là, il ne faut pas qu'il y ait de vainqueur et pas de vaincu. Non, ce qui procède de la contre-insurrection, par exemple, c'est... par exemple, dans 2 jours, on va avoir la commémoration du débarquement allié en Normandie. Et là, on nous explique que... C'est demain, je crois. C'est demain. Demain. Oui, c'est demain. On nous explique que les États-Unis ont libéré la France. On en fait des tonnes d'ailleurs. Oui, mais ça ne s'est jamais passé comme ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui ne trompe pas. Le général de Gaulle a toujours refusé de participer aux cérémonies de la commémoration de ce débarquement. Et dans ses mémoires, il a écrit que ce débarquement ne visait pas à libérer la France, mais au contraire à l'occuper. Qu'il s'agissait de remplacer l'occupation nazie par une occupation anglo-saxonne. D'où le nom de cette opération Overlords, c'est-à-dire les suzerains. Voilà. Donc, explique-nous pourquoi tu dis ça, parce que moi, évidemment, je connais ça, j'allais dire par cœur ou presque, comme un certain nombre de gens, mais d'autres ne savent pas, et l'intérêt des vidéos, c'est aussi de s'adresser aux gens qui disent « Ah bon, mais de quoi ils nous parlent ?» Oui, mais pendant toute la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont eu une ambassade à Vichy. Ils n'ont jamais rompu avec le gouvernement de Philippe Pétain. Et lorsqu'ils faisaient cette opération, ils avaient l'intention de coloniser complètement la France. Ils avaient même déjà édité une monnaie qu'ils auraient diffusée en France. Des billets de banque. Oui, des billets de banque. On peut en trouver chez les meilleurs libraires. Non, chez les collectionneurs. Mais voilà, donc tout était préparé pour créer une colonisation de la France.
Et les anglo-saxons étaient opposés à reconnaître le général de Gaulle comme légitime en France. Ils disaient que le seul légitime, c'était Philippe Pétain, qu'il allait perdre avec les nazis et que les seuls légitimes, ça serait ceux qui allaient conquérir le pays, à savoir les États-Unis et le Royaume-Uni, d'où ce débarquement. Donc ce débarquement, c'était une très mauvaise nouvelle. Et il faut se souvenir que ça a été compris comme ça dès le début par tout un tas de gens. Par exemple, Robert Jospin, le père de Lionel Jospin, était journaliste à cette époque-là. Il a fait un grand papier, je me souviens, j'ai lu ça, c'est assez stupéfiant à lire, où il explique que c'est une honte ce débarquement parce que les États-Unis amènent la guerre en France. Voilà. Où il faut se souvenir que après ce débarquement, il y a eu à Lyon un énorme meeting organisé par Philippe Pétain où il y a eu autant de gens que la manifestation de la libération avec Charles de Gaulle quelques semaines plus tard à Paris. Donc le pays voyait ce qui se passait. Et arriver à réécrire l'histoire comme on le fait aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Si vous regardez les documents de l'époque, vous serez stupéfait de la différence de pensée. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il serait venu à l'idée de personne à la libération de dire que les États-Unis et le Royaume-Uni avaient gagné. D'abord parce que De Gaulle avait réussi à montrer que la France se libérait elle-même, sans eux, et d'autre part parce que tout le monde avait été convaincu que les États-Unis et le Royaume-Uni n'ont pas vaincu le Troisième Reich. C'est l'armée rouge qui a pris Berlin. C'est pas les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour les novices, l'URSS devenu la Russie. Oui, devenu la Russie. C'est plus évident pour tout le monde. C'est plus évident. Alors ça permet, ce qui est important, c'est que on va exclure la représentation russe à l'anniversaire de ce débarquement. On les a pas invités, alors que c'est eux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Plutôt leur prédécesseur, l'Union soviétique, qui ont gagné. Mais par contre, on va inviter Volodymyr Zelensky, et il va même être reçu à l'Assemblée nationale en tant que président de l'Ukraine, ce qu'il n'est plus, puisque depuis le 20 mai à minuit, il n'est plus président de l'Ukraine. Son mandat est terminé. Il n'y a plus de président en Ukraine. Remets dans le contexte, parce que là aussi, plein de gens ont raté les épisodes. Oui, mais normalement, quand vous êtes élu, vous avez un mandat pour quelques années, c'est défini, on sait quand vous arrivez au pouvoir et quand vous en sortez. Et là, son mandat est terminé. Mais lui n'a pas organisé d'élection, au contraire, il a interdit tous les partis politiques d'opposition et il a envoyé à Washington, comme ambassadeur d'Ukraine, son rival dans son pays. Et il s'accroche au fauteuil, c'est là, il est là. Bon. Et aujourd'hui, il est dans une zone de non-droit, c'est-à-dire que son mandat s'est terminé, voilà, et il n'y a pas d'élection programmée. Non, il n'y a plus personne, plus aucune autorité légitime en Ukraine. Non, alors, bien sûr, si on veut parler aux Ukrainiens, il faut bien parler à quelqu'un. Lui est assis sur le fauteuil, c'est à lui qu'on parle. Je ne conteste pas ça. Mais il n'est pas président, et il ne faut pas raconter des salades. Cet homme n'est pas un démocrate, mais pas du tout. Mais qui pense que l'Ukraine est une démocratie, puisque je sais que ça fait partie des espèces de portes ouvertes des médias subventionnés par la propagande officielle, mais ou par l'État, mais qui a une seule fois pensé que l'Ukraine n'était pas un pays de mafia corrompu avec... Ça, c'est autre chose, mais effectivement, quand on pense à une démocratie, on ne pense pas à l'Ukraine, en fait. Bon, on rappelle que l'Ukraine était considérée avant le conflit comme un pays beaucoup plus corrompu officiellement par les observateurs internationaux. Oui, et l'Ukraine était reconnue comme beaucoup plus corrompue que la Russie.
Ah mais sans aucun doute. Il y a même un rapport de l'Union européenne sur ce sujet qui doit dater d'1 an avant la guerre. Et où l'Union européenne dit surtout qu'il ne faut jamais faire rentrer ces gens-là tant qu'ils n'ont pas résolu leurs problèmes et ça va être très long. Voilà. Maintenant, ils ne l'ont pas résolu et c'est pire encore puisqu'on voit ce monsieur qui n'est pas président et qui se maintient. Mais si, je te coupe, j'ai encore formulé, mais pour rester sur le registre du 6 juin 1944, il faut préciser, on l'a déjà dit dans des interviews précédentes, mais que Zelensky s'appuie sur des forces, notamment les forces bandéristes. Il y a une certaine ironie à les inviter aux cérémonies de la victoire contre le nazisme. Donc il faut savoir que lui est l'héritier de Stepan Bandera, qu'il il préside toutes sortes de commémorations de Stepan Bandera, qui était le relais des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale en Ukraine. Qui a participé à la Shoah par balle. Oh, il a participé à beaucoup de massacres. Je crois qu'on lui attribue la mort d'1,6 million Ukrainiens, 1,6 million. Hein. Donc c'est un des grands massacreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais donc c'est aujourd'hui c'est la personne qui est divinisée en Ukraine. Et voilà, cet homme envoie, enfin, c'est son successeur qui va célébrer le mensonge du débarquement, en nous racontant que c'est une libération, etc., alors qu'il n'a jamais été question de ça à ce moment-là. Mais c'est logique que les menteurs se retrouvent entre eux. Et il faut se souvenir que quand la Deuxième Guerre mondiale a été terminée, les Britanniques et les États-Unis ont récupéré Stepan Bandera pour lutter contre les Soviétiques, ce qui était le projet originel du Troisième Reich. Il s'agissait, le Troisième Reich n'était pas là pour massacrer les Juifs, il était là pour détruire l'Union soviétique, pas autre chose. Hein. Voilà, tout ça, si vous regardez les travaux des historiens, je dirais antérieurs aux années 2000, eh bien, tout le monde dit la même chose. Et là, depuis les années 2000, on renverse l'histoire et on raconte une autre histoire. Mais moi, ça me paraît extrêmement grave parce que on en vient à dire des choses gravement fausses et qui nous font nous tromper sur l'interprétation des faits actuels. Donc, il faut garder en tête que tous les spécialistes de la propagande ont expliqué qu'il fallait réécrire le passé. C'est très important, réécrire le passé. Sans ça, les gens n'acceptent pas les salades qu'on leur raconte sur le temps présent. Et donc, je pense que nous devons tous faire ça. Nous devons tous essayer de savoir ce qui s'est vraiment passé dans le passé et ne pas accepter ces discours lénifiants et totalement faux qui sont ceux de la télévision aujourd'hui et qui deviennent ceux des institutions, y compris de l'éducation nationale. Alors, on redira quand même que à l'appui de cette réécriture du passé, il y a l'industrie culturelle américaine, notamment l'industrie cinématographique, avec laquelle Léon Blum en 1948 a signé des accords obligeants, mais c'était pas le premier, mais obligeant en gros les médias français à diffuser des films américains. Oui, obligeant tous les cinémas français devaient diffuser au minimum moitié de films des États-Unis. Donc c'est un accord qui a été obtenu par les États-Unis après la guerre de 1945, donc il faut mesurer le poids de la stratégie culturelle, de la diplomatie culturelle américaine, et que dans ces films qui réécrivent l'histoire, il y a Il faut sauver le soldat Ryan, il y a une série de films cultes où on nous explique qu'au fond, les Américains ont libéré la France, alors que, on le rappelle, la bataille de Stalingrad
la victoire de Stalingrad, la victoire soviétique à Stalingrad date de février 1943, et le débarquement en France date de juin 1944, c'est-à-dire qu'il y a eu pratiquement 1 an et 3 mois où le front anglo-saxon n'a pas appuyé l'effort de guerre soviétique, probablement en espérant une paix séparée avec l'Allemagne. Alors il faut savoir que d'abord ils espéraient que les Allemands gagneraient sur les Soviétiques. Bon, ça a été raté. Donc au dernier moment ils ont été attaquer les nazis, mais ils les ont attaqués parce que ils voyaient que les nazis allaient bientôt être vaincus. Donc ils sont venus au secours de la victoire. Ils ont attaqué un animal blessé. Un animal mourant, ils ont attaqué. Mais Alan Dulles, qui est devenu après le directeur de la CIA, a négocié à la fin de la guerre mondiale l'opération Sunrise. Il a négocié le renversement d'une division SS, celle qui était en Italie, qui aurait dû basculer du côté des Alliés et prolonger sa guerre contre les Soviétiques pour le compte des Alliés. Et Staline l'a appris, il s'est mis très en colère, il a joint Roosevelt, il a expliqué que c'était pas possible, tout ça, et Roosevelt a arrêté ces négociations. Mais par la suite, c'est Alan Dulles qui a organisé la guerre froide, dont le but était bien de renverser l'Union soviétique comme de prolonger le combat des nazis à travers la guerre froide. Et pour ça, il a récupéré à la CIA les principaux dirigeants nazis. Donc je pense que j'ai expliqué ça déjà une fois, mais alors Stéphane Bandera s'est retrouvé à travailler pour Radio Free Europe à Munich, mais de très nombreux leaders nazis ont travaillé avec la CIA, dont Klaus Barbie, l'assassin de Jean Moulin, qui est d'abord devenu, juste après la guerre mondiale, il est devenu le chef de l'armée secrète de l'OTAN en Allemagne. Il a travaillé pour l'OTAN. Alors ça ne s'appelait pas encore OTAN, c'était le système des anglo-saxons. Ils avaient un truc entre eux qui venait de la charte de l'Atlantique, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc il a d'abord travaillé pour ce groupe-là. Et quand l'OTAN a été créée, que les Français ont su que l'armée secrète en Allemagne était confiée à Klaus Barbie, ils ont protesté, et là on a envoyé Klaus Barbie en Amérique latine. Donc après il est devenu le chef de la Bolivie, c'est lui qui a fait arrêter Che Guevara, c'est lui qui a constitué le cartel de Medellín. Tout ça c'est extrêmement documenté, hein. Il n'y a pas de discussion possible. Bon. Alors je raconte cette histoire parce que nous devrions réagir quand la télévision publique nous raconte des salades. Ce sont des mensonges. Et quand nos dirigeants politiques se succèdent pour accréditer ce mensonge. Je crois qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu aussi une grande célébration du débarquement allié, et George Bush était venu avec Tony Blair, et Tony Blair avait dit dans son discours sur les plages de Normandie, il avait dit que les Britanniques étaient rentrés en guerre en 1939 parce qu'ils voulaient arrêter le massacre des Juifs dans les camps de concentration. Et ça, si vous voulez, les camps de concentration, enfin les camps d'extermination des nazis, ça a commencé en 1942, hein, pas avant. Donc lui, il disait qu'il était rentré en 1939 pour attaquer quelque chose qui a commencé en 1942. Donc, si vous voulez,
depuis plusieurs années, on est dans la reconstitution d'une histoire qui est fausse. Parlons quand même de la Palestine, puisque c'est l'occasion, on a saisi la perche, mais parlons de la Palestine, puisque effectivement, comme tu l'as dit, il y a un lien organique entre la Shoah qui a existé, on le redit, personne ne pense que la Shoah est une invention, mais elle fait l'objet d'instrumentalisation politique. J'ai écrit un article pour souligner que je m'étonnais que la Fondation pour la mémoire de la Shoah bénéficie d'une reconnaissance d'utilité publique alors qu'elle finance une organisation comme l'Observatoire du conspirationnisme autoproclamé, dont l'objectif est d'influencer les élections aujourd'hui sans lien avec la Shoah. Qu'est-ce qui se passe en Palestine aujourd'hui? Alors, je vais d'abord relier à ce que j'ai dit sur l'Ukraine. Je dis qu'en Ukraine, il n'y avait pas de président. Il y a quelqu'un qui est assis sur le fauteuil du président, mais il n'a plus de légitimité pour ça. C'est un usurpateur. C'est un usurpateur quand il dit qu'il est président. Maintenant, s'il veut gouverner l'Ukraine pendant la guerre alors qu'il n'y a pas d'autorité légitime, je ne conteste pas ça. Mais il n'est pas président. C'est un président non élu. Donc il n'est pas président. Voilà. Donc, il n'est pas président. C'est un chef non élu. De la même manière, Mahmoud Abbas, le président palestinien, n'est pas président. Puisque lui, son élection, ça doit remonter à 20 ans, quelque chose comme ça. Hein? Donc ça fait très très longtemps que son mandat est terminé. Alors, il y a eu des élections au sein de l'OLP pour le reconnaître comme chef du Fatah, mais ça n'en fait pas le président palestinien. Donc on rappelle que Mahmoud Abbas est le président de l'autorité palestinienne installée à Ramallah, qui se trouve à 10 km de Jérusalem. Quand on est sur le mont Nabishmil, on voit d'un côté Jérusalem, de l'autre côté Ramallah. Et au fond, Mahmoud Abbas est un homme de paille qui gère les affaires courantes en Cisjordanie, comme on dit, c'est un homme confortable. Voilà, Mahmoud Abbas et Volodymyr Zelensky sont deux hommes de paille qui défendent les intérêts des États-Unis dans leur pays. Ça n'est pas autre chose. Alors, on explique que Mahmoud Abbas est un collaborateur d'Israël, d'une certaine manière, il n'y a pas de doute, mais c'est d'abord un homme de paille des États-Unis. Petite parenthèse, je termine sur l'Ukraine. Il y a 2 jours, le Cyprus Times a publié une information en disant qu'on venait de vendre un grand casino à Chypre Nord. Chypre Nord est occupé, c'est dans l'Union Européenne, Chypre Nord, mais c'est occupé par l'Ukraine, militairement occupé par la Turquie, militairement occupé par la Turquie. Mais l'Union européenne, qui est une force de paix, ne se mêle pas de ça. Elle ne veut pas savoir qui occupe son propre territoire. Donc ce casino a été vendu à une société qui s'appelle Heritage Film Incorporated. Alors, le Cyprus Times a remarqué que cette société était enregistrée au Belize et que si on se référait je cherche comment ça s'appelle il y a quelques années on a diffusé c'est remis à jour régulièrement. On a diffusé la liste des paradis fiscaux. Oui, une liste de paradis fiscaux, et on a diffusé des listes de sociétés offshore qui étaient installées dans ces paradis fiscaux. Et donc il y a cette société Heritage Film Incorporated qui est la personne qui apparaît pour cette société, c'est Madame Zelensky, la femme de Volodymyr Zelensky. Voilà. Et donc le Cyprus Times a dit, c'est curieux,
Volodymyr Zelensky a terminé son mandat le 21 mai et quelques jours après, je ne sais pas, le 24, le 25, sa société achète ce casino. Les propriétaires du casino, enfin la direction du casino a dit non, c'est pas du tout vrai. Dans un premier temps, ils ont dit nous ne sommes pas du tout la propriété de M. Zelensky. Cette histoire d'héritage film, c'est faux. Puis après, ils ont dit oui, c'est vrai, c'est bien Héritage Film qui a pris contact avec nous, mais ils n'ont pas encore signé. Et puis cette société n'a pas de rapport avec Monsieur Zelensky. D'ailleurs, en fait, ce sont deux sociétés homonymes qui toutes les deux sont enregistrées au Belize. Vous croyez ce que vous croyez. Évidemment, quand vous avez un casino, ça vous permet de blanchir l'argent que vous avez volé par ailleurs et de le réinjecter dans le système financier mondial sans problème. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée pour... Puisqu'on le redit, oui. Au casino, on joue avec des petites coupures, et donc, au fond, les gens ne viennent pas avec des cartes de crédit injecter leur argent au casino. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est que quand vous arrivez au casino, vous achetez des jetons. Alors vous pouvez les acheter en liquide ou par carte de crédit, il n'y a pas de problème, ou par chèque, comme vous voulez. Mais quand vous quittez le casino, vous restituez vos jetons, et là on vous donne de l'argent liquide avec un certificat comme quoi c'est bien le casino qui vous a donné cet argent. Donc vous venez, vous déposez 1 million sur la table, vous jouez 5 000 euros. 5 000 euros, et au moment où vous sortez, vous reconvertissez votre... 995 000. Voilà, vous avez perdu 5 000 euros, mais vous avez 995 000 euros qui seront avec un justificatif. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tous les casinos font ça, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont honnêtes, mais voilà. Oui, mais ça... C'est un jugement de valeur, tu ne pourrais pas l'étayer par des arguments précis. Je dis, ils ont tous la possibilité de blanchir de l'argent. Voilà, je constate qu'ils ont cette possibilité. Maintenant, c'est à la justice de déterminer s'ils l'utilisent ou pas. Voilà. J'ai servi, on a fait une pause technique, j'ai servi un peu de tisane à l'artichaut à notre ami Thierry. J'invite tout le monde à boire 1 litre par jour de tisane de feuilles d'artichaut, c'est très beau, bien infusé. Bon, la Palestine. Est-ce qu'il y a une paix en vue en Palestine? Puisque tu nous as dit tout à l'heure, tu n'as pas expliqué pourquoi, que l'objectif était que cette guerre ne s'arrête jamais. Pourquoi tu dis que l'objectif est que la guerre en Palestine ne s'arrête jamais? J'avais déjà expliqué une fois. C'était le projet des Britanniques en 1915, avant la déclaration Balfour de création d'un foyer juif en Palestine. Avant ce moment-là, un très haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, qui par la suite est devenu lui-même ministre des Affaires étrangères, ce haut fonctionnaire, Lord Samuel, a rédigé un document sur l'avenir de la Palestine, le futur de la Palestine. Et donc il disait il faut créer un État juif parce que l'Empire britannique, celui sur lequel le soleil ne se coupe jamais, cet empire disposera de tous les relais de la diaspora juive dans le monde pour se justifier et défendre ses intérêts. Mais, disait-il, il faudra toujours veiller à ce que l'État juif reste incapable d'assurer lui-même sa propre sécurité et toujours dépendant de l'Empire britannique pour pouvoir vivre. Donc, c'est ce que nous voyons depuis la création de l'État d'Israël. Il y a en permanence cette guerre. Alors, des fois, c'est les Israéliens, des fois, ce sont les Palestiniens qui ont commis des erreurs, mais il y a toujours une raison
pour que ça soit relancé. Et vous ne pouvez pas dire que pendant 76 ans, il n'y a eu que des incompétents au pouvoir des deux côtés pour ne pas trouver de solution. D'un seul côté, parce que un gouvernement israélien, ça se trouve, un gouvernement palestinien, ça se cherche. Non, mais il n'y a pas besoin d'un gouvernement s'il y a des leaders. Hein. Est-ce qu'Arafat était un bon leader ? Arafat avait eu la capacité de réunir derrière lui pratiquement tous les Palestiniens. Il y avait quelques-uns qui ne lui obéissaient pas, mais pratiquement tous reconnaissaient son autorité. Et lui, évidemment, était... d'abord, c'était un... Comment dire ? Tu l'as connu ? Oui. Mais c'était d'abord Ouais, moi, ce qui m'a frappé, c'était d'abord un laïc. Il était vraiment laïc, c'est pas des blagues. C'est quoi un laïc dans cet univers-là ? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne prenait pas de décision politique en fonction d'une religion. Il prenait des décisions politiques que tous les gens qui le suivaient, de quelque religion qu'il soit, pouvaient comprendre et soutenir. Alors que le Hamas prend des décisions en les justifiant par un raisonnement religieux que seuls ceux qui partagent non seulement cette religion, mais cette interprétation de la religion peuvent soutenir. Tu l'as rencontré combien de fois, Arafat ? Je réponds pas à ces questions. Et pourquoi ? Non, je réponds pas à ces questions. On ne saura pas. Est-ce que c'était un terroriste, puisqu'il l'OLP a été inscrite comme organisation terroriste ? On sera forcément interrogé sur ce sujet. Est-ce que l'OLP était une organisation terroriste ? Alors, l'OLP a eu recours à des actions terroristes, mais il faut se rendre compte que le terrorisme, c'est une stratégie militaire, ça n'est pas autre chose. Toutes les armées au monde ont, à des moments donnés, utilisé des stratégies terroristes. Là, ils n'avaient pas les moyens de livrer d'autres guerres qu'en s'appuyant sur du terrorisme. Alors, j'ai eu de très bons amis qui ont travaillé sous les ordres d'Arafat et qui ont commis des actes terroristes. Ils en pensaient quoi ? Est-ce qu'ils théorisaient leur recours au terrorisme ? Non, ils ne le théorisaient pas, mais ce qui était clair pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas d'autres options que celle-là, en fait. Il faut se rendre compte que quand Arafat décidait ce genre d'action, il était à la fois soutenu par les États-Unis et par l'Union soviétique. Explique-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'OLP, le Fatah, le parti de Yasser Arafat, était directement financé par les États-Unis et qu'il recevait l'appui politique de l'Union soviétique. Pourquoi les États-Unis finançaient l'OLP ? Enfin, le Fatah, qui était le bras armé de l'OLP, pour aller vite. Je pense que c'est toujours l'idée qu'il fallait que ça dure. Et est-ce que Arafat était conscient d'être un pion sur un échiquier ? Je pense qu'il en était tout à fait conscient, oui. Tout à fait. Ce qui ne l'a pas empêché de commettre des erreurs, parce que c'est lui qui a accepté les accords d'Oslo. Alors que, en fait, il aurait dû refuser ça, puisque d'abord on allait vers la solution à deux États, c'est-à-dire la solution coloniale, un État pour les uns, un État pour les autres, au lieu d'avoir un seul État avec toutes les populations à égalité, un homme, une voix. Ce qui était la charte de l'OLP de 1967. Oui, et qui est resté aujourd'hui, il n'y a que le FPLP qui parle encore comme ça. Donc on redit, puisque c'est pas clair pour tout le monde, la charte de l'OLP de 67
OLP, depuis déclarée organisation terroriste, disait il faut en fait un grand État laïque où juifs et arabes, si tant est qu'il y a une différence entre les deux parfois, doivent vivre sur un pied d'égalité, une espèce de république, non, il est clair une troisième république, quoi. Il est clair qu'il y a des juifs arabes, ça existe. Hein. Mais quand on parle des arabes en général, on pense principalement à des musulmans et à des chrétiens. En tout cas, à cette époque-là, on pensait à ça. Aujourd'hui, il y a très peu de chrétiens qui existent encore en Palestine. Hein. Mais lui avait l'idée de vraiment de l'égalité de chacun. Bon, il a pourtant accepté les accords d'Oslo et il les a acceptés alors que on disait qu'on allait créer un État palestinien, mais que ça restait encore dans les brumes. Il faut des règles de sécurité, des garanties, des machins. Si on est de mauvaise foi, on peut faire durer. Voilà, on a tous entendu André Berkoff expliquer pourquoi on ne pouvait pas créer un État palestinien tout de suite. Mais par contre, on pouvait créer un État israélien dans la minute. Avant même. Avant. Et avant que les Nations Unies les décidaient, oui. Quand même, puisque tu me tends la perche, excuse-moi, je vais te torturer, mais il est mort de quoi, Arafat? Alors, il était empoisonné, et même si on ne sait pas le détail, le Hamas, il y a eu une guerre juste après, entre le Hamas et le Fatah, et le Hamas a publié des documents qui ont été saisis dans le bureau du chef de la sécurité de l'autorité palestinienne, et qui montrent que ce chef de la sécurité était en lien en secret avec les Israéliens. Il y a une correspondance où il explique qu'il s'engage à régler par ses propres moyens le problème Arafat dans les prochaines semaines. Donc voilà, il dit qu'il va l'empoisonner. Alors c'est pas la preuve du... On a parlé du sida à une époque. Oui, on a parlé de beaucoup de choses, mais alors c'est possible, hein, Yasser Arafat était bisexuel et il peut très bien avoir été contaminé par le sida, mais je pense pas que ça soit la bonne explication. D'ailleurs, vous savez, il était hospitalisé en France quand il est tombé malade. C'est Jacques Chirac qui l'a fait venir en France. Et manifestement, les médecins français n'ont pas trouvé que c'était le sida, ils ont trouvé autre chose. Est-ce que Jacques Chirac était dupe du narratif, j'allais dire du narratif WASP, néoconservateur, américain, sur le Proche-Orient? Ah non, pas du tout. Jacques Chirac était fermement du côté de Yasser Arafat et fermement opposé à Benjamin Netanyahou. Il y a une rencontre entre Netanyahou et Chirac qui a eu lieu dans un hôtel qui a été raconté par l'ambassadeur d'Israël en France qui était présent à cet entretien et qui a expliqué que ça s'était extrêmement mal passé, que Chirac avait employé des termes très très durs vis-à-vis de Netanyahou en disant « Je ne crois pas un mot de ce que vous dites, vous n'avez d'autre but que d'expulser les Palestiniens. » Rétrospectivement, ça te paraît une analyse pleine de... Non mais c'est l'évidence pour tous les gens qui connaissent ce dossier, c'est l'évidence. C'est l'évidence. On parle d'un plan de paix pour Gaza. Oui. Alors, on parle d'un plan de paix qui a été présenté par Joe Biden en précisant que ce plan de paix était israélien. Alors, israélien, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, on a dû lui expliquer la position de la délégation israélienne dans les négociations de paix et il en a retenu certains des arguments qu'il a présentés comme étant les exigences israéliennes pour la paix. Mais il n'y a jamais eu de rédaction de cette chose-là. Et l'autre jour, quand Ben Gvir, le ministre israélien de la Sécurité,
a demandé que Netanyahou lui donne le texte écrit de ce plan de paix. Netanyahou n'a pas pu le lui donner. Il n'y a pas de texte écrit. Voilà. Donc, c'est un plan israélien tel que les États-Unis ont compris Israël. Et le président Biden l'a formulé à sa façon, mais parce qu'il veut que l'on sorte de la situation actuelle et que Israël arrête de massacrer des civils en Palestine. Donc, alors, ce qui est particulier dans ce plan, ici il est par étapes, mais dès qu'il a été rendu public, Netanyahou a précisé que les étapes suivantes ne seraient mises en œuvre que lorsque le Hamas aura été détruit. Et ça ne peut jamais arriver. Pourquoi ? Parce que le Hamas, je l'ai expliqué plusieurs fois, ça n'est pas ce que c'était au début, uniquement une excroissance de la confrérie des frères musulmans en Palestine. Depuis 2017, il y a deux courants dans le Hamas, celle des frères musulmans, et s'est constitué, est devenu très très important, un courant qui s'est allié avec toute la résistance palestinienne. Donc ce courant-là, on ne peut pas y mettre fin, sauf à tuer le peuple palestinien. Donc parce qu'on le rappelle, si le Fatah est plutôt né en Cisjordanie, c'est-à-dire dans les territoires dévolus historiquement à la Jordanie, et peut-être qu'un jour on fera une émission là-dessus, Gaza a toujours eu un statut particulier, et il y a une résistance gazaoui qui est passée par le Hamas, largement constituée avec des fonds israéliens, mais qui s'est superposée à une espèce de colonne vertébrale palestinienne locale qui n'a rien à voir avec les frères musulmans. Oui, mais j'insiste, il y a toujours ces deux courants dans le Hamas. Et on l'a vu, lorsque le président syrien Bachar el-Assad a reçu le Hamas, il a reçu la faction, le courant qui est pour la résistance palestinienne, et il a refusé de recevoir le courant qui se réclame des frères musulmans. Donc lui fait la différence, mais ici on ne la fait pas. Ici on dit c'est une entité, ils sont tous pareils, c'est pas du tout. Ils ont tous un couteau entre les dents. Est-ce que ce plan de paix a une chance d'aboutir? Parce que c'est en fait la question de fond. On peut penser que les États-Unis vont quand même imposer d'arrêter le massacre auquel on assiste à Gaza. Mais chacun peut constater que ils vont pas trop vite. Est-ce que le Hamas a perdu la guerre? Ça dépend ce qu'on doit penser, parce que le Hamas, son objectif, c'est de libérer le peuple, enfin son objectif, non. L'objectif du courant qui a fait alliance avec la résistance palestinienne, c'est le courant laïque du Hamas. Oui, c'est la libération du peuple palestinien. Donc, ce courant n'a pas gagné, mais ce courant a réussi à porter la question palestinienne en préoccupation principale aujourd'hui dans le monde. La paix, ça se joue d'abord là. Alors, le courant qui est fidèle aux frères musulmans, lui, il a gagné, lui. Complètement gagné, puisque ça dure. Lui, il est sur la position des Britanniques. Il faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais d'un point de vue israélien, Israël a perdu, puisque
Israël s'était donné comme objectif de détruire le Hamas en quelques semaines. Ça fait 6 mois que ça dure maintenant. Et les Israéliens les plus optimistes pensent qu'au mieux, les FDI ont détruit 1/3 des capacités du Hamas. C'est-à-dire combien de personnes sur combien? Ah ben, comme on ne sait pas, ça... On disait 15 000 combattants du Hamas à une époque. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et, en fait, c'est très difficile de raisonner parce que quand les Israéliens parlent du Hamas, est-ce qu'ils parlent vraiment de l'entité Hamas ou ils parlent de l'ensemble de la résistance palestinienne? On ne sait pas. Puisque quand ils disent qu'ils ont été attaqués le 7 octobre par le Hamas, en fait non, ils ont été attaqués par toutes les organisations de la résistance palestinienne. Donc je ne sais pas de leur propre point de vue ce qu'ils appellent Hamas aujourd'hui. On parle évidemment beaucoup de Gaza, on voit les horreurs à Rafah, les crimes de guerre en réalité, même si tout ça est entouré de beaucoup de précautions, mais on peut dire qu'il y a des crimes de guerre à Rafah au minimum. On n'aura pas pris le temps de parler de la Cour pénale internationale, mais c'est en soi un sujet. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'au fond, on ne parle pas de cette guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est aussi brutale en Cisjordanie, c'est-à-dire dans les territoires de la Palestine ouest, pour aller vite, celle qui est attenante ou presque à la Jordanie. Est-ce que Israël profite du tumulte à Gaza pour occulter la brutalité de sa répression, de sa guerre contre le Fatah en Cisjordanie? Sans aucun doute, il profite de l'attention sur Gaza pour faire autre chose ailleurs, mais ce n'est pas l'État d'Israël qui commet les exactions en Cisjordanie. Ce sont des éléments israéliens, mais pas le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien, lui, laisse faire. Donc il est complice de tout ça. Il y a quand même des opérations avec l'armée, ce que tu appelles les FDI, donc les forces de défense israéliennes. Il y a quand même des opérations sous uniforme israélien en Cisjordanie pour aller débusquer oui, mais quand on parle du Fatah pour aller vite. Ça. Mais quand on parle des exactions en Cisjordanie, ce qu'on parle, c'est de gens qu'on assassine parce qu'ils sont arabes ou de villages que l'on détruit parce qu'ils sont arabes. Donc ça, c'est pas l'armée qui est allée détruire des villages. C'est pas comme les SS, c'est pas pareil. C'est qui? Ce sont des colons qui sont implantés illégalement en Cisjordanie. Des colons israéliens. Mais ça n'est pas l'État israélien. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, il y a des lynchages, comme il y en avait aux États-Unis à l'époque de la guerre de sécession. Il y a des colons israéliens qui partent faire des ratonnades dans les villages cisjordaniens. Absolument, et quand ils font une ratonnade, ils peuvent détruire complètement le village. Et le gouvernement israélien couvre ces opérations. Il y a même des cas où on a observé l'armée israélienne encercler le village pour empêcher les gens de sortir. J'en profite pour signaler, puisque c'est des sujets qui un jour rejailliront dans la mémoire des peuples, si j'ose dire. J'en profite pour signaler l'excellent documentaire Bye Bye Tibériade, qui raconte l'errance d'une famille chassée de Tibériade. Pour ceux qui ne connaissent pas Israël, Tibériade, c'est la ville le village où Jésus a perpétré, si j'ose dire, commis son premier miracle, qui est la multiplication des petits pains. C'est sur la mer Morte. Et donc les Palestiniens ont été massivement chassés de Tibériade en 1948. Et le documentaire Bye Bye Tibériade est fait. C'est un magnifique documentaire. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir.
est fait par une réalisatrice algéro-palestinienne, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, sa mère était palestinienne et est héritière des populations palestiniennes qui ont été chassées de Tibériade en 1948. Allez voir ce documentaire, il explique de façon simple et touchante le problème israélo-palestinien aujourd'hui. Est-ce que tout ça prépare, je lisais la presse libanaise ce matin, est-ce que tout ça prépare une opération de haute intensité, comme dit le gouvernement israélien, au sud Liban, c'est-à-dire que, est-ce que, au fond, la réticence américaine à soutenir un nettoyage ethnique à Gaza prépare une espèce de vengeance israélienne sur le sud Liban et une possible extension du conflit au sud Liban? Un certain nombre de dirigeants israéliens disent que la prochaine étape sera au Liban. Et au cours des dernières semaines, les forces de défense israéliennes ont bombardé pour brûler tous les champs qui sont au sud du Litanie, et maintenant ils commencent à détruire aussi des objectifs plus à l'intérieur des terres au Liban. Donc le Hezbollah s'est contenté de réagir en attaquant quelques bases militaires israéliennes, mais ce sont des répliques à minima pour ne pas aggraver la situation. Et au Liban, beaucoup se demandent quand le Hezbollah va attaquer pour de vrai. Pourquoi le Hezbollah n'attaque pas pour de vrai, comme tu dis? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il est clair que si c'est une guerre qui doit se déclencher, ce sera extrêmement douloureux pour le peuple libanais. Qui vit déjà une situation dramatique du fait des dissensions internes, des crises, etc. Oui. Mais aussi, le Hezbollah ne fait pas n'importe quelle réplique. En fait, il a testé chaque fois des aspects différents de la défense israélienne. De telle sorte qu'on peut penser que s'il attaque, il sera extrêmement efficace dès le début de son attaque. Pourquoi ? Eh bien, ils ont identifié tous les endroits où Israël a stocké des armes, la capacité de ces armes, et ils connaissent leur propre capacité. Est-ce que le Hezbollah dispose d'armes secrètes ? C'est ce qu'ils disent. Donc, je suis comme vous, j'en sais rien. Est-ce que c'est de nature à faire peur aux Israéliens ? Est-ce qu'aujourd'hui, les Israéliens se disent les Israéliens... on peut avoir de mauvaises surprises ? Oui, mais les Israéliens, c'est des champions dans le bluff. Donc, ils disent que ça ne les impressionne pas et ils accusent Hassan Nasrallah de bluffer. Donc on rappelle qu'Hassan Nasrallah est le secrétaire général du Hezbollah, donc les chefs du Hezbollah au Liban. Mais si vous connaissez Hassan Nasrallah, moi je ne l'ai jamais vu bluffer. Tu connais bien Hassan Nasrallah ? Non, je ne le connais pas, mais j'ai des amis communs. Non, moi je ne l'ai jamais vu bluffer. C'est quelqu'un qui... ça fait très longtemps qu'il est sur le devant de la scène, et généralement quand il dit quelque chose, ça se vérifie. Est-ce que Hassan Nasrallah fait peur aux Israéliens ? À la population israélienne, oui. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, les Israéliens, à la différence de leurs dirigeants, peut-être leurs dirigeants sont conscients, je ne sais pas, mais en tout cas le peuple israélien est parfaitement conscient que quand
quand Hassan Nasrallah dit qu'il a certaines capacités, il est capable de les mettre en œuvre. Dans la pratique, The Economist avait fait il a fait plusieurs unes très importantes, a fait une couverture pour 2024, rappelant que en gros les 3/4 de la planète votaient pour de nouveaux gouvernements en 2024. On n'a pas parlé de l'Inde, mais en Iran il y a des élections qui arrivent. Est-ce que, au fond, il y a un vrai risque que 2024 soit une très mauvaise année pour la planète? C'est-à-dire qu'est-ce que, face au risque de voir, on voit en Europe le risque des populistes, pour certains c'est un risque. On voit aux États-Unis le risque Trump, dont on n'a pas parlé non plus, on en reparlera. On voit qu'un peu partout dans le monde, l'Inde a des élections qui sont très importantes, l'Angleterre a des élections qui sont aussi très importantes. Est-ce que cette année, qui est au fond une année où on jette le dé un peu partout dans le monde, est-ce que c'est une année à risque de guerre mondiale selon toi? Dans la mesure où un très grand nombre des principaux chefs vont être changés, on peut penser que certains pays vont changer leur position. Est-ce que c'est un risque qu'ils changent leur position? Non. S'ils deviennent plus réalistes, c'est plutôt bien. Mais peut-être... Il peut y avoir des imbrications. En Russie, il y a eu des élections. Poutine a été confirmé. Très bien confirmé. On en pense qu'on veut, mais dans la pratique, il peut se revendiquer d'une légitimité démocratique. Est-ce que on est rentré dans une phase cruciale pour l'affirmation de l'Occident, puisque je vois partout des phrases disant l'Occident, en gros, joue son va-tout en 2024. Soit il en sortira renforcé, soit il en sortira tellement affaibli qu'il n'existera plus. Est-ce que tu penses qu'il y a un risque que l'Occident implose, notamment du fait des processus électoraux un peu partout dans le monde? Moi, je pense qu'il y a tout à fait indépendamment de ces processus électoraux, je pense que l'Occident que nous avons connu ne peut pas continuer encore très longtemps. Pourquoi ? Parce que on est arrivé à un tel gouffre entre le discours politique et la réalité que ça ne peut pas durer très longtemps. Au début de cet entretien, je parlais de la célébration du débarquement en Normandie. Bon, voilà l'exemple d'un mensonge parfait dont on nous rebat les oreilles. Bon, mais... Encore une fois, ouvrez un livre d'histoire qui a plus de 20 ans et vous verrez que ça ne tient pas la route ce qu'on nous raconte. Ça ne tient pas la route. Donc, si les gens avaient simplement des yeux pour voir, ils chasseraient tous ces menteurs. Indépendamment de ce qu'on peut penser de leur action politique, le fait d'être dirigé par des menteurs nous empêche de faire ce qui est le mieux pour nous. Si on nous ment, c'est pour nous mener par le bout du nez, c'est tout. On va voir ce que donnent les élections européennes dimanche. Moi, ce qui me frappe, puisque tu sais, on a déposé une liste, ce qui me frappe, c'est que en réalité, ça suscite une indifférence générale, ces élections. Personne ne croit au processus électoral. Ce qui est effrayant dans une démocratie, c'est-à-dire que plus personne ne se dit les élections peuvent changer les choses. Tout le monde se dit c'est pipoté d'avance. Est-ce que tu penses que l'Occident ce sera ma dernière question. Est-ce que l'Occident a une chance de sortir du corner dans lequel il s'est mis, à savoir on donne des leçons de morale à tout le monde, mais on n'en applique aucune? Non, je ne pense pas que collectivement il va se sortir de cette chose-là. Je pense qu'effectivement le seul moyen d'en sortir, c'est certains États qui prennent conscience du problème et qui arrêtent de jouer ce jeu stupide. Mais on voit ce qui est arrivé à Fico
il y a 15 jours, quand on lui tire dessus. C'était encore une fois, c'était le seul chef d'État et de gouvernement de l'Union européenne qui s'est opposé à la guerre en Ukraine. C'est le seul. Et donc on lui a tiré dessus. Donc on peut croire ce qu'on veut, que l'Union européenne c'est la paix. Moi je constate que quand on n'est pas d'accord avec l'Union européenne, voilà comment on est traité. Donc si ça doit changer, ça changera par le principal organisateur du problème, c'est-à-dire soit les Britanniques, soit les États-Unis vont avoir un dirigeant qui va dire ça suffit, on arrête. On arrête parce qu'on va dans le mur. Donc si vous avez envie d'y aller, vous y allez, mais nous, on reste calme. Alors, on peut penser que c'est le programme de Donald Trump aux États-Unis, même si en fait on ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Il n'a pas donné beaucoup de gages en ce sens. Oui, mais bon, ce qu'on sait c'est que son concurrent continuerait dans la même ligne et lui apparemment voudrait autre chose. De même, on peut penser que Kerr au Royaume-Uni ne veut pas la même chose que Sunak. Donc il va se passer une transformation de ce côté-là. Mais alors c'est pas pareil parce que au Royaume-Uni, apparemment, les travaillistes veulent que ça s'arrête en Palestine, tandis que aux États-Unis, Trump veut que ça s'arrête en Ukraine. Voilà. Bon, mais si ces gens-là se retirent du jeu, ça s'arrêtera, parce que c'est tellement contraire à la logique ce que nous faisons, que ça ne tient que parce qu'il y a des gens qui poussent. Bon, on se donne rendez-vous dans 15 jours, et puis on verra où on en est, mais c'est vrai qu'on sent tous bien que on est dans une phase cruciale, élection européenne, élection en Grande-Bretagne, élection aux États-Unis, élection en Inde, qui n'est pas le moindre des acteurs. Et puis en Afrique du Sud, dans plein d'autres pays, il se passe des changements importants. Et rien n'exclut une crise politique majeure en Israël, où Netanyahou lui-même est très contesté par sa population. La majorité est contre lui. Donc, la majorité. Alors ça ne veut pas dire qu'ils soient pour la paix en Palestine, mais en tout cas ils ne sont pas pour la manière de faire de Netanyahou. Dans 15 jours, Thierry ? Dans 15 jours, oui.